La fiancée du millionnaire a refusé de signer le contrat de mariage. Et la raison a choqué tout le monde. Mathieu Arnaud se tenait au centre de la salle du cabinet notarial quand il vit Isabeau pousser le contrat vers le milieu de la table. Ses poumons se vidèrent d'un seul coup comme si quelqu'un venait de lui enfoncer un genou dans la poitrine. Le brouhaha de la rue Royale dehors disparut complètement. Le bourdonnement du sang battant ses tempes l'assourdit. Devant lui, à moins de 2 mètres, se tenait la femme qu'il avait décidé d'épouser dans 3 semaines exactement. Isabeau Mercier était là, mais ce n'était pas la femme rayonnante et amoureuse dont il se souvenait depuis 18 mois. Elle était assise au bout de la table en chêne massif baigné par la lumière froide de novembre, filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet. Elle portait un tailleur marine impeccable, les cheveux relevés, les mains posées à plat sur le bois comme 2 outils parfaitement rangés. Mais ce qui brisa la raison de Mathieu, ce fut ce que ses yeux ne contenaient pas. Aucune hésitation, aucune peur, aucun regret. « Mathieu, mon amour, Maître Fontaine nous attend. » La voix d'Isabeau, lisse et parfaitement modulée, rompit le silence de la pièce. Il y a encore la question des biens immobiliers à régler avant la fin de la séance. Tu m'écoutes ? Mathieu ne l'écoutait pas. Ses yeux, sombres et toujours calculateurs, étaient fixés sur ses mains à elle, posées sur le contrat repoussé, plantés là comme des couteaux dans le bois. Son impeccable costume gris sur mesure, la chemise blanche ouverte au col laissant entrevoir les premières lignes d'une montre à 100 000 €. La posture du bâtisseur qui ne plie jamais en réunion. Tout s'effondra en 1 seconde. Isabeau ne tremblait pas. Un sourire poli, calibré, dénué de toute chaleur réelle irradiait sur son visage comme une lampe à détecteur de présence. Autour de la table, Maître Fontaine regardait ses mains. Les 2 avocats regardaient leurs stylos. La mère de Mathieu, assise contre le mur de gauche, regardait son fils avec ses yeux de femme qui ont compris quelque chose que les mots ne sont pas encore capables de formuler. Et sur le visage d'Isabeau Mercier, il n'y avait pas d'amour. Il n'y en avait peut-être jamais eu. « Je refuse », avait-elle dit. Ce furent les 2 mots, le verdict, la justification parfaite qu'elle avait utilisée pour repousser le contrat vers le centre de la table. Aveuglé par quoi, Mathieu ne le savait pas encore. Il l'avait regardé sourire pendant 18 mois, lui avait tourné le cœur entier, et elle venait de poser ces 2 mots sur la table comme on pose une carte maîtresse qu'on gardait depuis le début de la partie. « Mathieu !» Isabeau se leva lentement, ajustant sa veste d'un geste précis. Elle contourna la table et s'approcha de lui avec cette démarche d'architecte qui planifie chaque pas. « Nous devons parler. Pas ici, pas devant tout le monde. Donne-moi 10 minutes et je t'expliquerai tout. » Mathieu ne bougea pas. Il sentit ses pieds cloués au parquet ciré du cabinet. Son instinct de bâtisseur, l'instinct qui lui avait permis de construire un groupe logistique de 400 millions en partant d'un entrepôt à Nanterre, lui criait que ces 10 minutes n'existaient pas, que l'explication n'existait pas, que ce moment était le seul vrai moment des 18 derniers mois. « Pourquoi ?» murmura-t-il. Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait voulu. Il ne put finir sa question. Ses yeux redescendirent sur le contrat repoussé au centre de la table, sur les 52 pages qui représentaient 18 mois d'une vie qu'il croyait réelle. Isabeau n'essaya même pas de feindre la surprise. Au contraire, elle posa une main posée et glaciale sur son avant-bras avec une fermeté défiante. « Parce que les termes ne me conviennent plus », répondit-elle avec un sourire poli et définitif. « Les choses ont évolué, Mathieu. Tu comprendras quand on sera seul. » L'impact de ces mots fut comme recevoir une porte dans le visage. Mathieu serra les poings. Son instinct de contrôle luttait désespérément pour remonter à la surface. « Les termes ne te conviennent plus ?» dit Mathieu. Sa voix montait légèrement, teintée d'un mélange de stupeur et d'une colère encore contenue. « 18 mois, Isabeau. Nous avons relu ce contrat pendant 6 semaines avec nos équipes juridiques respectives. Tu l'as négocié clause par clause, et maintenant les termes ne te conviennent plus. Ce n'est pas aussi simple que ça, dit-elle. Sa voix ne monta pas d'un décibel, mais la fermeté de son ton coupa comme du verre. Il y a des éléments nouveaux dont nous devons discuter, des éléments qui changent la nature de ce que nous construisons ensemble. Mathieu sentit le sang lui bouillir. L'humiliation commençait à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus précis. Il allait lui répondre, il allait exiger une explication concrète, il allait remettre en place l'ordre naturel des choses quand un mouvement discret dans le coin de la pièce rompit la bulle.
Maître Fontaine s'éclaircit la gorge et commença à rassembler ses papiers avec les gestes mesurés d'un homme qui souhaite n'avoir rien vu. Les deux avocats se regardèrent avec ce silence professionnel des gens payés pour ne pas avoir d'opinion. La mère de Mathieu, elle, ne bougea pas. Elle regardait Isabeau avec des yeux que Mathieu ne lui avait jamais vus. Isabeau arrangea sa veste, reprit son sac posé sur la chaise et se tourna vers Mathieu avec ce regard de quelqu'un qui a déjà calculé la sortie avant d'entrer dans la pièce. « Je t'appelle ce soir, nous réglerons ça entre nous. » Sans attendre de réponse, elle marcha vers la porte du cabinet, ses talons sonnant sur le parquet avec une régularité de métronome. Mathieu ne la suivit pas. Ses jambes bougeaient d'elles-mêmes vers la fenêtre. Chaque pas sur le parquet ciré était un coup de marteau sur quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer une heure plus tôt et qui s'appelait maintenant sa naïveté. Sa respiration devint lourde. Son esprit tournait à une vitesse vertigineuse. Les termes ont évolué. Il y a des éléments nouveaux. Nous réglerons ça entre nous. Des phrases lisses. Des phrases de quelqu'un qui a répété. Ce fut sa mère qui rompit le silence de la pièce. Elle s'approcha de lui sans un mot et lui prit le bras. Mathieu sentit la chaleur de cette main et réalisa que ses propres mains étaient froides depuis plusieurs minutes. « Mon fils », dit-elle seulement. « Je sais », répondit Mathieu. Et c'était vrai. Il ne savait pas encore quoi exactement, mais il savait que quelque chose venait de se terminer et que quelque chose d'autre venait de commencer. Et les deux n'avaient rien à voir avec un contrat de mariage. L'appartement du 16e arrondissement, évalué à près de 8 millions d'euros, ne s'était jamais senti aussi petit, aussi silencieux, aussi inhabité. Les baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la Seine et les lumières de la tour Eiffel qui commençaient à scintiller dans le soir de novembre. Mais Mathieu Arnaud ne voyait rien de tout cela. Il se tenait devant la baie vitrée avec un verre de whisky intact dans la main droite, le regard perdu dans son propre reflet sur le verre sombre. Peu importait combien il essayait de forcer son cerveau à analyser la scène du cabinet avec la froideur qu'il appliquait à ses bilans trimestriels. L'image d'Isabeau, repoussant le contrat, restait gravée sur ses rétines avec une précision photographique. Ses mains à plat sur le bois, son sourire calibré. Les termes ne me conviennent plus. 18 mois. Les chiffres tournaient dans sa tête comme un algorithme défaillant. Il avait rencontré Isabeau Mercier lors d'un dîner de la Chambre de commerce franco-britannique. Il l'avait trouvée brillante, équilibrée, construite. Il avait cru qu'une femme issue de cette famille-là, avec ce nom-là, avec cette carrière-là, ne pouvait pas être une équation à variables cachées. C'était son erreur la plus fondamentale. Il avait confondu la solidité d'un nom avec la solidité d'une personne. « Tu vas rester là à regarder le vide toute la nuit comme quelqu'un qui n'a jamais perdu un contrat ?» La voix de son frère Julien coupa le silence de l'appartement. Mathieu vit dans la vitre le reflet de son frère s'approcher depuis le couloir. Il portait encore son manteau, les clés de voiture à la main. Mathieu lui avait envoyé un message depuis le cabinet. Julien était arrivé en 20 minutes. « Elle n'a rien expliqué », dit Mathieu sans se retourner. « Elle a poussé le contrat et elle a dit que les termes ne lui convenaient plus. C'est tout. » Julien s'arrêta à 2 mètres de lui. Il connaissait son frère. Il savait quand le silence de Mathieu n'était pas de la tristesse, mais du calcul. « Et tu crois à cette explication ? » ?»« Je ne crois à aucune explication qui n'en est pas une, » dit Mathieu. « Je crois aux chiffres. Et les chiffres de cette histoire ne s'additionnent pas correctement depuis le début. » Ce fut cette nuit-là, après que Julien fut reparti et que l'appartement fut redevenu silencieux comme une salle de marché fermée, que Mathieu se souvint de Clara. Clara Tessier, juriste dans son département depuis 3 ans. Il l'avait croisée des centaines de fois dans les couloirs, en réunion, à la machine à café du 4e étage. Il lui avait parlé de dossiers, de délais, de clauses contractuelles. Il ne lui avait jamais vraiment parlé. Mais 2 semaines plus tôt, un lundi soir, elle lui avait envoyé un message sur la messagerie interne du groupe. 3 lignes. « Monsieur Arnaud, j'ai identifié des anomalies dans les flux de la convention de portage signée en mars. Je préférerais vous en parler directement avant de remonter ça à la direction financière. C'est peut-être sans importance.
Il avait répondu qu'il passerait la voir cette semaine. Il ne l'avait pas fait. Il avait eu des réunions avec les partenaires nordiques, une présentation aux actionnaires minoritaires, un dîner avec les parents d'Isabeau. Mathieu posa son verre intact sur le rebord de la fenêtre. Son cerveau venait de faire une connexion que son estomac avait sentie avant lui. Des anomalies dans les flux de la convention de portage. La convention de portage signée en mars, 3 mois après les fiançailles officielles, 4 mois avant qu'Isabeau ne commence à poser des questions précises sur la structure juridique de ses fondations lors de leur conversation du soir. Il prit son téléphone. Il composa le numéro du département juridique interne. Il était 22h30. Il ne savait pas pourquoi il espérait une réponse. Clara décrocha à la 2e sonnerie. « Monsieur Arnaud ?» Sa voix était éveillée, pas surprise, comme quelqu'un qui travaillait encore. « Je suis désolé de l'heure, dit Mathieu. Vous m'avez envoyé un message il y a 2 semaines. Les anomalies dans la convention de portage. J'aurais dû vous rappeler avant. » Un silence de 4 secondes, puis « Je suis encore au bureau. Je peux vous montrer ce que j'ai trouvé si vous voulez venir. » Mathieu prit son manteau. Le département juridique du 4e étage était vide et silencieux, sous les néons froids d'un open space déserté. Clara Tessier était au fond, dans son bureau vitré, entourée de classeurs ouverts et d'écrans allumés. Elle portait encore sa veste de travail, mais ses lunettes à monture fine étaient posées sur le bureau à côté d'elle. Elle les remit quand elle l'entendit pousser la porte vitrée. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez, dit-elle. »« Moi non plus, » dit Mathieu en s'asseyant face à elle. Clara fit pivoter son écran vers lui sans préambule. Sa façon de travailler, directe et sans mise en scène, contrastait avec tout ce que Mathieu avait vécu depuis ce matin au cabinet notarial. Elle fit défiler les tableaux de données avec une précision chirurgicale, pointant les colonnes, les dates, les montants, les bénéficiaires. Sa voix était calme et factuelle, comme celle d'un médecin qui explique un scanner. « La convention de portage a été utilisée comme conduit, dit-elle. Les mouvements sont réguliers, espacés de 30 à 45 jours pour rester sous les seuils de détection automatique. Le bénéficiaire final est une société holding immatriculée en Belgique, dont le gérant est un certain Renaud Carlier. » Mathieu s'arrêta net. « Carlier. Vous le connaissez ?»« Je l'ai rencontré 4 fois, dit Mathieu. C'est le conseiller patrimonial de la famille Mercier. » Le silence qui tomba dans le bureau vitré avait une texture. Clara ne dit rien. Elle n'avait pas à le dire. Les chiffres sur l'écran disaient tout. « Depuis quand avez-vous vu ça ?» dit Mathieu. « Le premier mouvement anormal remonte à 7 mois, dit Clara. 2 mois après votre annonce de fiançailles officielle dans les Échos. » Mathieu regarda l'écran pendant une longue minute, sans parler. Son cerveau d'entrepreneur, habitué à lire les structures, à identifier les flux, à comprendre les architectures financières en quelques secondes, tournait à pleine puissance. Mais sous le calcul, il y avait autre chose. Quelque chose qui n'était pas de la colère. Pas encore. « Vous avez remonté ça à qui d'autre, dit-il. »« À personne, dit Clara. Je voulais vous en parler d'abord, avant de déclencher quoi que ce soit. »« Pourquoi ?» Clara hésita. Elle prit ses lunettes, les reposa, les reprit. « Parce que si je me trompais, dit-elle, vous auriez eu une procédure interne ouverte contre votre future femme sur la base d'une erreur d'interprétation de ma part. Je préférais être certaine. » Mathieu la regarda. Dans la lumière froide des néons du bureau vide, Clara Tessier avait l'air de quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps sans se plaindre. Il remarqua pour la première fois les cernes sous ses yeux. Le fond de café froid dans le mug posé à côté de son clavier. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire ce dossier ?»« 7 mois, dit-elle simplement. « Et vous travaillez dessus seul, le soir, après vos heures normales ?»« Oui. » Pourquoi ne pas avoir laissé tomber quand vous avez réalisé que ça devenait personnel ? Clara le regarda. Ses yeux noisettes, derrière ses lunettes, avaient cette densité des gens qui choisissent leurs mots avec soin. Parce que les gens dont les noms sont dans les dossiers de la Fondation n'ont rien demandé à personne, dit-elle. Ils ont juste cru qu'il existait quelqu'un pour tenir les promesses qu'on leur avait faites. Mathieu rentra chez lui à 2h du matin avec un disque dur externe dans la poche intérieure de son manteau et quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps dans la poitrine. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus architecturé. La certitude. Il ne dormit pas. Il s'assit dans son bureau, ouvrit le disque dur et commença à lire. Page après page, tableau après tableau.
Le dossier que Clara avait construit seule pendant 7 mois, soirs et week-ends, avait la rigueur d'un réquisitoire. Chaque mouvement daté, chaque bénéficiaire identifié, chaque lien entre Carlier et les structures d'Isabeau, documenté avec une précision qui rendait le doute impossible. À 4 heures du matin, il comprit la totalité du mécanisme. Isabeau et Carlier avaient utilisé la convention de portage comme tuyau. Ils attendaient le contrat de mariage pour activer la clause sur les fondations. Une fois mariés, en régime de communauté partielle, les actifs de la fondation devenaient attaquables en cas de séparation. Ils n'avaient pas prévu de se séparer immédiatement. Ils avaient prévu un mariage de 2 ou 3 ans, assez long pour être crédible, assez court pour récupérer les actifs avant que Mathieu ne comprenne. La fondation. Pas ses comptes personnels, pas ses participations industrielles. La fondation qu'il avait créée pour les anciens employés d'entrepôt dont les postes avaient été supprimés par l'automatisation qu'il avait lui-même déployée. L'argent qu'il avait mis là par conviction que ses décisions industrielles avaient un coût humain qu'il était responsable d'assumer. Cet argent-là, spécifiquement. Mathieu posa les mains à plat sur son bureau. Il ne jeta rien, il ne cria pas. Il resta immobile, exactement comme Clara était restée immobile 7 mois plus tôt, quand elle avait compris ce qu'elle regardait. Et il prit une décision qui n'était pas de la vengeance. La vengeance est chaude et impulsive. Ce que Mathieu décida cette nuit-là était froid, précis et définitif comme un acte notarié. Il appela Clara à 7 heures du matin. « Vous avez tout le dossier sur le disque dur ?» dit-il. « Tout ce que j'ai pu rassembler, dit-elle. Il manque probablement des couches supplémentaires que seule une instruction judiciaire pourra atteindre. »« Je veux qu'on construise le dossier complet, dit Mathieu. Vous et moi, sans impliquer personne d'autre dans le groupe pour l'instant. J'ai besoin de comprendre exactement l'étendue du dispositif avant de décider comment agir. »« Ça va demander du temps. »« Combien ? 2 à 3 semaines si je travaille dessus à plein temps. »« Vous travaillez dessus à plein temps à partir d'aujourd'hui, dit Mathieu. Vos autres dossiers sont redistribués. Personne ne vous pose de questions. Vous me répondez directement. » Un silence. « D'accord, dit Clara. »« Et Clara, dit Mathieu. »« Oui ? Merci d'avoir attendu de me le dire en face plutôt que de l'envoyer par mail. » Un silence plus long. « Je ne savais pas si vous voudriez le savoir, dit-elle finalement. »« Je voulais le savoir, dit Mathieu. J'aurais dû vous le dire il y a 2 semaines quand vous m'avez écrit. » Il raccrocha. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel de novembre blanc et froid. Dans 3 semaines, il devait signer un contrat de mariage. Il avait 3 semaines pour décider comment il allait utiliser ce que Clara lui avait apporté. Pas par vengeance, pour la vérité. Et pour les noms dans les dossiers de la Fondation. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie professionnelle et personnelle de Mathieu Arnaud. Il continua à vivre avec Isabeau exactement comme si rien n'avait bougé dans l'architecture du monde. Il l'embrassa le matin avant de partir. Il rit à ses histoires du soir sur ses collègues de sa banque d'affaires. Il goûta avec elle les différents menus proposés par le traiteur du château bourguignon choisi pour la réception. Il donna son avis sur les arrangements floraux. Il signa le bon de commande pour les 280 faire-part en papier coton. Et chaque nuit, après qu'elle s'endormait, il lisait les nouveaux éléments que Clara lui transmettait via une adresse mail dédiée, créée pour cette enquête uniquement. Ce fut la performance la plus exigeante de sa vie. Pas parce qu'il aimait encore Isabeau, parce qu'il avait besoin que le dossier soit complet avant d'agir. Les lions n'attaquent pas avant d'avoir compris le terrain. La vérité complète arriva un jeudi matin, sous la forme d'un rapport de 48 pages que Clara déposa sur son bureau à 7h45. Mathieu le lut debout, dans son manteau encore boutonné, sans café, sans s'asseoir. Isabeau et Carlier n'avaient pas improvisé. Ils avaient planifié. Les premiers contacts entre eux remontaient à 22 mois. 2 mois avant la soirée de la Chambre de commerce franco-britannique où Isabeau avait rencontré Mathieu. Le dossier contenait des échanges reconstitués, montrant que Carlier avait identifié Mathieu comme cible 6 mois avant que la rencontre ait lieu. Il avait fourni à Isabeau un profil détaillé, ses habitudes, ses fréquentations, ses angles morts psychologiques, ses points de vulnérabilité. Et parmi ces points de vulnérabilité,
En première position, la fondation. Il se sent coupable de l'automatisation, avait écrit Carlier dans un échange reconstitué. La fondation est son mécanisme de réparation. C'est là qu'est l'argent le plus accessible émotionnellement. Mathieu posa le rapport. Il ne renversa rien. Il ne frappa rien. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et resta immobile pendant 40 minutes à repasser chaque moment des 18 derniers mois sous la lumière de ce qu'il venait de lire. Chaque conversation où il avait mentionné la fondation. Chaque moment où Isabeau avait posé une question en passant sur ses structures juridiques. Chaque dîner avec Carlier où il avait parlé de ses projets. Il avait été un dossier à dévaliser, soigneusement profilé, précisément approché, méthodiquement travaillé. Et la seule personne dans tout son entourage qui avait vu le mécanisme en marche était une juriste de 29 ans qui travaillait seule le soir sur des tableaux de données parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que des gens dont les noms figuraient dans des dossiers de formation soient trahis. Il appela Clara à 22 heures. « Vous avez le rapport complet ?»« Complet, dit-elle. Sa voix avait cette stabilité particulière des personnes qui ont décidé de ne pas trembler quoi qu'il arrive. « Pourquoi m'avoir apporté tout ça ? Vous auriez pu transmettre ça à la direction financière en restant en dehors du reste. » Un silence. Puis, « Parce que vous alliez signer un contrat de mariage dans 3 semaines, dit Clara. Et que personne ne devrait signer quelque chose d'aussi définitif sans savoir ce qu'il signe vraiment. » Ce fut cette phrase. Pas les 48 pages. Cette phrase qui changea quelque chose. « Clara, dit Mathieu. Oui ? Je vais avoir besoin que vous soyez présente lors de la signature. Pas comme juriste, comme témoin. » Un silence plus long que les autres. « D'accord, dit-elle finalement. » Le jour du contrat arriva avec ce froid sec de décembre qui fait sonner les pavés différemment et donne aux façades haussmanniennes une lumière de gravure ancienne. Le cabinet de Maître Fontaine était plein d'une façon qui donnait à la pièce quelque chose d'étouffant malgré ses hauts plafonds. Les parents d'Isabeau, sa sœur, 2 avocats de son camp, la mère de Mathieu, son frère Julien, Maître Fontaine et son associé, et dans le fauteuil club près de la fenêtre donnant sur la rue Royale, installé avec cette aisance naturelle des gens qui se sentent en territoire conquis, Renaud Carlier, venu en tant qu'ami de longue date de la famille Mercier, venu en tant que témoin moral. Mathieu le regarda une seconde. Carlier lui sourit avec cette chaleur professionnelle des hommes qui ont appris à vendre leur propre confiance. Mathieu lui rendit un sourire identique. Et dans ce sourire identique, quelque chose que Carlier était constitutionnellement incapable de lire parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui souriait exactement comme lui. Maître Fontaine déposa le contrat sur la grande table en chêne. 52 pages. Mathieu prit son stylo, il le reposa. « Avant de signer, dit-il d'une voix parfaitement ordinaire, je souhaiterais qu'on relise ensemble l'article 19. » Isabeau sourit. Son sourire de façade, architectural, millimétré. « Mathieu, nos équipes juridiques ont relu chaque article pendant 6 semaines. C'est une pure formalité. »« L'article 19, répéta-t-il. Maître Fontaine chercha la page. Sa voix resta neutre en commençant la lecture. L'article 19 concernait le régime de gestion des fondations et associations liées aux époux. En cas de communauté partielle issue du mariage, les actifs des structures philanthropiques seraient traités comme des actifs communs dans tout litige post-marital. 4 lignes. Un sous-article, page 33. Isabeau avait voulu cet article. Elle l'avait présenté lors de la 3e session de négociation comme une mesure d'équité bilatérale. Son avocat avait soutenu que c'était standard dans les contrats modernes entre époux au patrimoine complexe. La mère de Mathieu, contre le mur de gauche, porta une main à sa gorge sans savoir pourquoi. Julien, debout près de la porte, croisa les bras. « Cet article a été inséré à votre demande express lors de la 3e session, dit Mathieu en se tournant vers Isabeau. Pas une question. C'est une clause parfaitement standard, dit son avocat avec une précision trop parfaite. Non, dit Mathieu, ce n'est pas une clause standard. C'est une clause rédigée sur mesure pour permettre l'accès aux actifs d'une fondation en cas de séparation. La même fondation qui a subi 7 mois de prélèvements non autorisés via une convention de portage dont le bénéficiaire final est une holding belge gérée par Renaud Carlier. Le silence tomba dans la pièce avec le poids d'un acte définitif.
Isabeau ne bougea pas. C'est précisément cela qui glaça les présents jusqu'à l'os. Elle ne bougea pas. « Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, dit-elle enfin. Sa voix était posée comme une surface d'eau sous laquelle il n'y a rien. Mathieu posa sur la table le rapport de 48 pages. 48 pages de preuves, dit-il. Mouvements financiers documentés, correspondances reconstituées, profil d'approche remontant à 22 mois avant notre rencontre. 1 mois avant la soirée de la Chambre de commerce franco-britannique où vous m'avez été présenté. » La mère d'Isabeau porta les 2 mains à sa bouche. Le père ne bougea pas, avec la rigidité des hommes qui ont appris à ne rien montrer dans les situations d'argent. Dans le fauteuil club près de la fenêtre, Renaud Carlier commença à se lever. « Vous feriez mieux de rester assis, » dit Mathieu sans même regarder dans sa direction. « La brigade financière arrive dans 8 minutes. » Ce fut à cet instant que Renaud Carlier fit l'erreur que font tous les hommes qui ont trop longtemps confondu leur intelligence avec la chance des autres. Il parla. Il n'aurait pas dû. Un homme véritablement intelligent reconnaît l'encerclement et se tait. Carlier était efficace et confondait ça avec de l'intelligence. Ce sont 2 choses différentes et la différence finit toujours de la même façon. « Vous croyez vraiment que des chiffres vont suffire à me détruire ?» dit-il en s'avançant de 2 pas vers le centre de la pièce. « Isabeau vous a choisi parce que vous représentiez une opportunité simple. Un homme solide, prévisible, trop absorbé par ce qu'il construit pour voir ce qui se passe autour de lui. Ne prenez pas ça personnellement, c'est de la gestion de risque. » Mathieu le regarda une dernière fois. « Je sais, dit-il. 2 mots. Le poids de 48 pages derrière eux. » La brigade financière arriva en 7 minutes et 50 secondes. Mathieu ne regarda pas Isabeau pendant qu'on lui énonçait ses droits. Il aurait pu chercher dans ce visage qu'il avait cru connaître une explication, un tremblement, une fissure dans le calcul. Mais il avait appris ce matin-là que certains visages sont des interfaces. Chercher derrière ne donne que le circuit imprimé. Il regarda sa mère à la place. Elle pleurait contre le mur de gauche, ses mains jointes sur ses genoux. Il traversa la pièce et s'assit à côté d'elle. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Comment tu peux dire ça ?» souffla-t-elle. « Parce que la fondation est intacte, » dit Mathieu. « Les gens dont les noms sont dans les dossiers vont pouvoir continuer leur formation. C'est la seule chose qui comptait vraiment. » Sa mère ferma les yeux et posa la tête contre son épaule. Dans le couloir du cabinet, Clara attendait. Elle n'avait pas été invitée officiellement. Mathieu lui avait dit d'être là, et elle était là, debout contre le mur lambrissé, son manteau sur le bras, son sac posé à ses pieds. Quand il sortit de la salle, elle le regarda avec ses yeux noisettes, qui ne demandaient rien. « C'est fait ?» dit-elle. « La partie visible » dit Mathieu. Elle acquiesça. Elle allait repartir. Elle connaissait la géographie de sa propre position avec cette précision un peu triste des gens qui ont appris à ne pas déborder de l'espace qu'on leur a assigné. « Clara ?» Elle s'arrêta. « Vous saviez que ça existait depuis 7 mois ?» dit Mathieu. « Vous avez travaillé dessus seul, le soir, pendant 7 mois. Pourquoi ne pas m'avoir dit ça bien avant le message d'il y a 2 semaines ?» Un silence. Elle regardait le mur en face d'elle. « Parce que vous sembliez heureux ?» dit-elle. « Et que j'espérais encore que les chiffres se trompaient. Quand j'ai compris qu'ils ne se trompaient pas, j'ai compris que vous deviez savoir, même si ça allait être difficile. » Mathieu resta silencieux une longue seconde. « Personne n'a fait ça pour moi depuis très longtemps, » dit-il. « Regardez si j'étais heureux avant de décider quoi faire. » Clara ne répondit pas à ça. Elle remit son manteau, reprit son sac. « Je rentre travailler sur les dossiers en cours, » dit-elle. « Vous aurez besoin du département juridique dans les prochaines semaines pour l'instruction. »« Clara, » dit Mathieu. Elle s'arrêta une 2e fois. « Merci. » Elle hocha la tête sans se retourner et marcha vers l'ascenseur. Mathieu la regarda partir dans le couloir lambrissé du cabinet rue Royale et réalisa que c'était la 2e fois aujourd'hui qu'il regardait une femme s'éloigner. Mais les 2 éloignements n'avaient absolument rien en commun. L'instruction judiciaire s'ouvrit le lundi suivant, avec la précision mécanique des procédures qui ont été préparées en amont par quelqu'un qui connaît les rouages. Maître Vidal,
le procureur adjoint en charge des affaires économiques, reçut le dossier de 48 pages un vendredi soir et appela Mathieu le samedi matin à 8 heures. « Monsieur Arnaud, j'ai lu votre dossier cette nuit, dit-il. C'est du travail sérieux. »« Qui l'a construit ?»« Une juriste de mon département interne, » dit Mathieu. « Son nom ? Clara Tessier. » Un silence admiratif de 2 secondes. « Dites-lui qu'elle aurait dû faire carrière au parquet, » dit maître Vidal. « Nous prenons le dossier. » Renaud Carlier fut convoqué le mercredi. Il arriva avec 3 avocats et la posture de quelqu'un qui croit encore que l'argent achète les sorties. Il avait tort. Les sorties s'achètent avec l'information. Et l'information dans ce dossier était entièrement du côté de Clara Tessier. L'interrogatoire dura 6 heures. Mathieu n'y assista pas. Il était dans son bureau, les stores baissés, à relire les dossiers de formation de la Fondation. Des noms, des parcours. Un ancien cariste de 52 ans qui avait repris des études de comptabilité, une femme de 44 ans qui se reconvertissait en aide-soignante, un homme de 38 ans qui apprenait la programmation depuis zéro dans une salle de cours financée par la Fondation. Ces noms. Carlier avait regardé ces noms et avait vu de l'argent disponible. Mathieu ferma le dossier. Il ne ressentait pas de satisfaction. Il ressentait quelque chose de plus lourd. La honte d'avoir failli laisser ça arriver. Ce fut le soir du mercredi, après l'interrogatoire de Carlier, que Clara frappa à la porte de son bureau. Elle entra sans attendre. Elle portait son manteau, son sac sur l'épaule. Elle n'avait pas enlevé ses lunettes en entrant, ce qui signifiait qu'elle ne comptait pas rester. « Le parquet a appelé, dit-elle. Ils veulent que je sois auditionné demain matin comme témoin expert sur la construction du dossier. »« Je sais, dit Mathieu. Maître Vidal m'a prévenu. Vous êtes d'accord ?»« Oui. » Elle hésita. « Je voulais juste vous dire quelque chose avant. »« Allez-y. » Clara regarda le mur derrière lui une seconde, puis elle le regarda en face. « Quand j'ai trouvé les premiers mouvements anormaux il y a 7 mois, dit-elle, j'ai failli ne pas continuer. J'ai pensé que ce n'était pas mon rôle, que je travaillais dans le département juridique pour analyser des contrats, pas pour surveiller la vie privée de mon directeur général. Mais vous avez continué, dit Mathieu. J'ai continué parce que j'ai regardé la liste des bénéficiaires de la Fondation, dit Clara, et j'ai vu le nom d'un homme qui s'appelait Michel Barbier, 54 ans, ancien responsable d'entrepôt à Nanterre, reconversion en cours, gestion logistique niveau 3. Elle fit une pause. Nanterre, le premier entrepôt de votre groupe, celui dont vous avez automatisé les opérations il y a 4 ans. Mathieu ne dit rien. Ce monsieur Barbier avait perdu son poste à cause d'une décision que vous aviez prise, dit Clara. Et vous aviez créé la fondation pour lui permettre de recommencer. Et quelqu'un voulait prendre cet argent-là. Elle secoua légèrement la tête. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Mathieu se leva de son fauteuil. Il contourna son bureau. Il s'arrêta à 1 mètre de Clara, suffisamment près pour parler normalement, suffisamment loin pour ne pas l'envahir. « Combien d'heures vous avez passé sur ce dossier ?» dit-il. « Je n'ai pas compté. »« Estimé. » Clara réfléchit une seconde. « Peut-être 300 heures ? Sur 7 mois. »« 300 heures de votre propre temps, » dit Mathieu, « pour des gens que vous ne connaissez pas, pour une fondation qui n'est pas la vôtre, pour un directeur général qui n'avait pas pris le temps de répondre à votre message pendant 2 semaines. » Clara baissa les yeux sur son sac. « Ce n'était pas pour vous, dit-elle doucement. Enfin, pas seulement. »« Je sais, » dit Mathieu. « C'est pour ça que je vous dis merci pour la 2e fois. La première fois, c'était poli. Là, c'est réel. » Clara releva les yeux. Dans la lumière du bureau, quelque chose passa sur son visage qui ne dura qu'1 seconde et demie et que Mathieu choisit de ne pas nommer encore. Pas ce soir. Ce soir, il y avait trop de choses non résolues pour ajouter quelque chose de fragile à la liste. « Bonne nuit, » dit-elle. « Bonne nuit, Clara. » Elle sortit. Mathieu resta debout au milieu de son bureau vide et réalisa que c'était la 3e fois qu'il la regardait partir, et que les 3 fois, il avait eu envie de dire quelque chose qu'il n'avait pas dit. L'audition de Clara au parquet dura 4 heures et demie. Mathieu l'apprit par maître Vidal qui l'appela en sortant.
Votre juriste est extraordinaire, dit le procureur adjoint avec une admiration professionnelle sans fard. Elle a reconstruit chaque mouvement avec une précision qui rend la défense de Carlier pratiquement impossible. Il a changé de stratégie en cours d'instruction. Il négocie maintenant un plaidé coupable. Il va parler d'Isabeau ? Il va tout dire sur tout le monde, dit maître Vidal. C'est ce que font les gens quand ils réalisent que le seul actif qui leur reste est l'information. Mathieu raccrocha. Il resta immobile une longue minute dans son bureau. Isabeau allait être mise en cause directement. Ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Et entre les deux, il y avait un espace que Mathieu ne savait pas encore comment nommer. Il avait passé 18 mois à construire quelque chose avec une femme qui construisait autre chose en même temps, avec les mêmes matériaux. Il n'y avait pas de trahison romantique dans cette histoire. Il y avait quelque chose de plus froid et de plus difficile à digérer. Il avait été un projet, soigneusement identifié, précisément approché, méthodiquement exploité. Et sa seule vraie erreur avait été de confondre la qualité d'une mise en scène avec la qualité de ce qu'elle représentait. Isabeau fut convoquée le vendredi matin. Elle vint avec 2 avocats et une posture de statue. Mathieu la croisa dans le couloir du parquet par hasard, ou peut-être pas, car les couloirs du parquet ne sont pas grands, et maître Vidal avait fixé les horaires. Ils se regardèrent exactement 2 secondes. Isabeau ne dit rien. Mathieu non plus. Il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit par 48 pages de chiffres et une juriste de 29 ans qui avait travaillé 300 heures seule le soir. Ce qu'il vit dans les yeux d'Isabeau pendant ces 2 secondes ne fut pas du regret. Ce fut de la recalibration. Elle évaluait déjà les options. Elle cherchait déjà la sortie la moins coûteuse. C'était la même expression qu'elle avait eue au cabinet notarial quand elle avait poussé le contrat. L'expression de quelqu'un dont la seule vraie émotion est la stratégie. Mathieu continua à marcher. Ce soir-là, il rentra dans son appartement du 16e pour la première fois depuis plusieurs jours, sans penser à Isabeau. Il pensait aux 300 heures. Il pensait au Michel Barbier de 54 ans qui apprenait la gestion logistique à Nanterre. Il pensait à la façon dont Clara avait dit « Je ne pouvais pas laisser faire ça », avec la même évidence qu'on dit « Je ne pouvais pas ne pas respirer ». Il déboucha une bouteille de vin qu'il avait achetée pour fêter quelque chose qu'il ne savait plus. Il s'assit sur le canapé face aux baies vitrées. La Seine brillait sous les lumières du quai. Il but un verre lentement, en pensant à une question qu'il n'avait pas encore posée. Pourquoi est-ce que Clara n'avait pas répondu quand il avait dit la première fois « C'était poli » ? Là, c'est réel ? Elle avait baissé les yeux sur son sac. Elle avait dit « Ce n'était pas pour vous. Enfin, pas seulement. » Et elle était partie. Pas seulement. 2 mots. Le poids de 7 mois derrière eux. Il appela son frère Julien à 22 heures. « Dis-moi quelque chose d'honnête, » dit Mathieu. « Je t'ai toujours dit des choses honnêtes, » dit Julien. « Tu n'écoutais pas toujours. » La juriste qui a construit le dossier, Clara Tessier. Tu la connais ? Je l'ai vue 2 ou 3 fois à tes soirées d'entreprise, dit Julien. Discrète, précise. Elle restait toujours un peu en retrait. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Un silence. Parce que tu étais avec Isabeau, dit Julien simplement. Et parce que les gens qui restent en retrait dans les soirées d'entreprise ne cherchent généralement pas à être remarqués par des gens comme toi. Des gens comme moi. Des gens qui regardent ce qui brille, dit Julien. Ce n'est pas un reproche, c'est une observation. Mathieu resta silencieux. Elle a passé 7 mois à travailler seule sur quelque chose qui ne la concernait pas directement, dit-il. 300 heures. Je sais, dit Julien. Tu me l'as dit 3 fois en 5 jours. Je me rends compte que je le dis souvent. Oui, dit Julien. Bonne nuit, Mathieu. L'instruction prit 6 semaines. Renaud Carlier plaida coupable à l'ensemble des chefs d'accusation en échange d'une peine réduite. Son témoignage chargea Isabeau sur 3 points précis. La conception du dispositif, l'identification de la convention de portage comme vecteur et la négociation de l'article 19 du contrat de mariage. Isabeau maintint une ligne de défense partielle, affirmant avoir été informé du dispositif sans en avoir conçu les mécanismes techniques. C'était partiellement vrai et totalement insuffisant. Mathieu suivit l'instruction à distance via maître Vidal.
Il n'assista à aucune audition. Il n'avait pas besoin d'être présent. Le dossier se défendait seul. Clara avait fait ce travail. Ce qu'il fit pendant ces 6 semaines fut différent. Il alla dans chaque ville où la Fondation finançait des formations. Il rencontra les formateurs, les coordinateurs, les bénéficiaires. Il s'assit dans des salles de cours à Nanterre, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes. Il regarda des gens apprendre des choses difficiles, avec la concentration de ceux qui savent que c'est leur deuxième chance et que les deuxièmes chances ne sont pas garanties. Il rencontra Michel Barbier à Nanterre, un homme grand et calme, avec des mains habituées au travail physique, qui tenait maladroitement un stylo sur les exercices de comptabilité. Ils parlèrent 20 minutes. Mathieu ne se présenta pas comme le fondateur de la fondation. Il dit qu'il travaillait dans le groupe logistique et qu'il passait voir comment les formations se déroulaient. « C'est bien ce qu'ils font ici, » dit Michel Barbier en désignant la salle. « Ils nous traitent comme des adultes, comme des gens capables d'apprendre. » Mathieu rentra à Paris ce soir-là avec quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Pas de la fierté, quelque chose de plus simple, la certitude d'avoir fait au moins une chose juste. Clara lui envoya un message le vendredi soir de la 3e semaine d'instruction. « Maître Vidal m'a dit que Carlier a confirmé la totalité du dispositif dans sa déposition finale. Le dossier est complet. Je voulais vous le dire. » Mathieu regarda le message pendant 1 minute. Il écrivit « Merci. Vous êtes encore au bureau ? Oui ? Je viens. » Il arriva au 4e étage 20 minutes plus tard. Clara était dans son bureau vitré. Elle avait les cheveux légèrement défaits, sa veste posée sur le dossier de son fauteuil, ses lunettes sur le bureau à côté de son clavier. Elle leva les yeux quand il entra. « Le dossier est vraiment terminé ?» dit Mathieu. « Terminé » dit Clara. « Carlier a tout confirmé. L'instruction suit son cours normal maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi dessus. » « Je ne suis pas venu parler du dossier » dit Mathieu. Clara le regarda. Elle reprit ses lunettes, les remit, les enleva à nouveau. « Alors, de quoi venez-vous parler ?» Mathieu s'assit sur la chaise en face d'elle. Il posa les mains à plat sur le bureau, comme Isabeau les avait posées sur le contrat. Mais le geste avait un sens complètement différent. « Je suis allé à Nanterre cette semaine, dit-il. J'ai rencontré Michel Barbier. » Clara ne dit rien, mais quelque chose dans son expression changea d'1 millimètre. « Il m'a dit qu'ils sont traités comme des adultes capables d'apprendre, » dit Mathieu. « C'est grâce à vous que cet homme est encore dans cette formation. »« C'est grâce à la Fondation, » dit Clara. « La Fondation serait vidée sans vous. La Fondation serait vidée sans que vous ayez eu la lucidité de l'écouter quand je vous ai écrit. 2 semaines après. »« Vous êtes venu, » dit Clara. « C'est ça qui compte. » Mathieu la regarda. Dans la lumière du bureau vide, avec Paris brillant derrière les vitres et l'open space silencieux autour d'eux, il vit ce qu'il aurait dû voir depuis longtemps s'il avait regardé dans la bonne direction. Pas quelqu'un qui reste en retrait, quelqu'un qui choisit de ne pas occuper une place qu'on ne lui a pas offerte. Ce n'est pas la même chose. La première est de la timidité. La deuxième est une forme de dignité. « Clara, » dit-il, « ne dites pas quelque chose que vous n'avez pas encore vraiment pensé, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît, vous venez de traverser quelque chose de difficile. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour... » « Ça fait 7 mois que vous êtes dans ce bureau le soir, » dit Mathieu. « Ça fait 7 mois que vous faites quelque chose d'extraordinaire sans rien demander en retour. Je n'ai pas besoin de plus de temps pour savoir comment ça s'appelle. » « Comment ça s'appelle ? » « Ça s'appelle être quelqu'un de réel, » dit Mathieu. « Pas une mise en scène, pas un projet soigneusement construit. Quelqu'un de réel qui fait des choses réelles pour des raisons réelles. » Clara regarda ses mains sur le bureau. « Je ne suis pas très habituée à ce qu'on me remarque, » dit-elle finalement. « Je sais, » dit Mathieu. « C'est ma faute, pas la vôtre. » Elle ne dit pas oui ce soir-là. Elle ne dit pas non. Elle dit qu'elle avait besoin de temps pour distinguer ce qui était réel de ce qui était la gratitude d'un homme qui venait de traverser une trahison. C'était une réponse honnête, et Mathieu la reçut comme telle. Il rentra chez lui, il s'assit au bureau de son salon et écrivit une lettre. Pas à Clara, pas à Isabeau, à Michel Barbier, pour lui dire qu'il avait passé 20 minutes avec lui à Nanterre et que ces 20 minutes avaient compté.
Il envoya la lettre par courrier postal. Parce que certaines choses méritent le papier. Le procès s'ouvrit 10 semaines après la signature manquée rue Royale. Renaud Carlier plaida coupable en première comparution. Il prit 4 ans ferme. La salle retint son souffle, comme si elle attendait quelque chose de plus spectaculaire. Mais les vrais dénouements sont rarement spectaculaires. Ils sont définitifs. Isabeau choisit de plaider partiellement coupable sur 2 des 5 chefs d'accusation. Son avocat construisit avec talent une narration où elle était une femme ambitieuse qui avait laissé la mauvaise personne l'influencer trop loin. Ce récit contenait assez de zones grises pour être défendable. Mathieu ne chercha pas à combler ces zones grises au-delà de ce que le dossier permettait. Ce n'était pas de la clémence, c'était de la désaffection. Il y avait une distance entre les deux que la plupart des gens ne comprennent pas. La haine est encore une forme d'attention. La désaffection est l'absence de toute attention. C'est plus difficile à obtenir et plus honnête. Isabeau prit 18 mois avec sursis, remboursement intégral et interdiction d'exercer dans le secteur financier pendant 7 ans. La fondation fut intacte. Les formations continuèrent. Michel Barbier passa son examen de niveau 3 en gestion logistique le mois suivant, avec mention bien. Ce fut un mardi de mars que Clara posa sa lettre de démission sur le bureau de Mathieu. Il la lut 2 fois. Courte, formelle. Date effective dans 15 jours. Pas d'explication. Il se leva, il prit son manteau, il monta au 4e étage. Clara était dans son bureau. Elle triait des classeurs avec cette concentration méthodique qu'elle mettait à tout ce qui méritait d'être fait correctement. Ses lunettes sur le nez, ses cheveux attachés. La même Clara que le premier soir des méons froids et des tableaux de données. Sauf que Mathieu la voyait complètement maintenant. Pas en partie, complètement. « Pourquoi ?» dit-il. Clara posa le classeur qu'elle tenait. Elle le regarda. « Parce que rester devient impossible quand la nature d'une situation change, dit-elle, et que partir est la seule chose honnête quand on ne sait plus distinguer ce qu'on fait par devoir de ce qu'on fait pour d'autres raisons. » Quelles autres raisons ? Elle ne répondit pas. Elle reprit le classeur. Elle le reposa. « Clara, dit Mathieu, vous m'avez dit un soir que vous n'étiez pas sûre si j'avais envie de savoir la vérité sur Isabeau, que vous n'aviez pas su si j'aurais le courage de l'entendre. » « Oui, j'ai eu ce courage, dit Mathieu. Pas immédiatement, mais j'ai eu ce courage. Et maintenant, j'ai besoin que vous ayez le vôtre. » Clara le regarda, ses yeux noisettes derrière ses lunettes. « Le mien, pourquoi ?»« Pour me dire ce que signifie pas seulement, dit Mathieu. Vous avez dit un soir que vous n'aviez pas construit le dossier pour moi. Pas seulement. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans le pas seulement. » Le silence dans le bureau vitré dura 12 secondes. Mathieu les compta sans le vouloir. Clara enleva ses lunettes. Elle les posa sur le bureau. Elle regarda ses mains. « Ça fait 3 ans que je travaille ici, dit-elle. 3 ans que je vous vois arriver le matin, repartir le soir, gérer des dossiers qui concernent des milliers de gens dont vous connaissez les situations individuelles par leur prénom. J'ai vu comment vous avez réagi quand le site de Bordeaux a dû fermer. J'ai vu comment vous avez construit la fondation. J'ai vu comment vous lisiez les rapports d'activité des formations avec le même niveau d'attention que vos bilans financiers. » Elle releva les yeux vers lui. « Et puis j'ai vu Isabeau arriver. Et j'ai vu comment vous la regardiez. Et j'ai pensé que c'était bien, que vous méritiez quelqu'un qui vous regardait avec autant d'évidence. Mais les chiffres ne mentaient pas, dit Clara. Et à partir du moment où j'ai vu que les chiffres ne mentaient pas, je n'avais plus le choix. Parce que quelqu'un de réel ne peut pas regarder quelqu'un d'autre se faire avoir et ne rien dire, même si ça lui coûte quelque chose. Ça vous a coûté quoi ? Clara prit une longue inspiration. 7 mois à espérer que je me trompais, dit-elle. Parce que si je me trompais, vous étiez heureux, et c'était la meilleure option. Mathieu s'approcha du bureau. Il s'assit sur le bord, face à elle. Vous avez passé 7 mois à espérer vous tromper pour me laisser être heureux avec quelqu'un d'autre, dit-il. Oui. Et quand vous avez compris que vous ne vous trompiez pas, vous m'avez dit la vérité quand même. Oui. Sachant que ça allait être difficile. Oui.
Mathieu resta silencieux une longue seconde. Il pensait à Isabeau, qui avait souri pendant 18 mois avec les lèvres seulement. Il pensait à Clara, qui avait attendu 7 mois sans rien dire pour lui laisser le bonheur d'une illusion. Ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas du tout la même chose. « Clara, dit Mathieu, ne dites pas quelque chose que vous... » « Je ne vais pas dire quelque chose que je n'ai pas pensé, dit Mathieu. J'ai eu 15 jours depuis la dernière fois pour penser. 15 jours, à Nanterre, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes. Et dans chaque endroit où j'allais, je pensais à vous. Pas à Isabeau, à vous. » Clara le regarda sans parler. « Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, dit Mathieu. Mais moi, je sais ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire que je regardais dans la mauvaise direction depuis trop longtemps et que je n'ai pas envie de continuer à regarder dans la mauvaise direction. » Clara ne dit pas oui ce mardi-là. Elle dit qu'elle voulait réfléchir, que les sentiments qui se forment pendant une période difficile ont besoin de temps pour confirmer qu'ils sont réels et pas des effets de contexte. C'était une réponse d'une précision juridique qui fit sourire Mathieu malgré lui. « D'accord, dit-il. Réfléchissez. Et pendant ce temps ? » « Pendant ce temps, dit Mathieu en se levant, je retire votre lettre de démission de mon bureau. Elle n'est pas signée, elle n'est pas enregistrée, elle n'existe pas officiellement. Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je peux, dit Mathieu, je suis le directeur général. Et la procédure interne stipule qu'une lettre de démission n'est valide qu'après accusé de réception écrit du supérieur hiérarchique direct. » Clara le regarda. « Vous venez de vérifier le règlement intérieur pour trouver un moyen de ne pas accepter ma démission ? » ?»« J'ai vérifié le règlement intérieur, dit Mathieu. C'est votre influence. » Elle ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux noisettes changea d'1 millimètre dans la bonne direction. Ce fut Julien qui appela Mathieu un jeudi matin, 3 semaines après l'ouverture de l'instruction. « Il y a quelque chose dans la presse ce matin, dit-il. » Sa voix avait cette tension particulière des mauvaises nouvelles qu'on essaie de livrer sans les aggraver en les annonçant. « Quel genre de quelque chose ? » ?»« Le genre qui vient de quelqu'un qui veut brûler ce qu'il ne peut plus avoir. » Mathieu ouvrit son téléphone. Il chercha son nom. Il trouva en 40 secondes ce que Julien avait essayé de lui dire doucement. Le titre était sur le site d'un magazine économique qui avait bâti sa réputation sur le sensationnalisme habillé en analyse. Arnaud Group, le directeur général au cœur d'une instruction pour détournement de fonds philanthropiques. Le sous-titre était pire. La fondation de formation professionnelle, vitrine sociale du groupe, sous le feu des enquêteurs. Mathieu lut l'article debout dans son salon, les pieds nus sur le parquet froid. L'article était habilement construit. Il ne mentait pas sur les faits. Il renversait les perspectives. Il présentait l'instruction judiciaire comme une enquête sur la gestion du groupe, plutôt que comme une procédure contre Carlier et Isabeau. Il utilisait des sources anonymes, proches du dossier, qui décrivaient Mathieu comme un dirigeant dont le contrôle interne était défaillant. Il suggérait que la Fondation avait peut-être servi d'instrument d'optimisation fiscale depuis le début. C'était du travail précis, du travail de quelqu'un qui connaissait les angles. « C'est Isabeau, dit Mathieu. « Ou Carlier, dit Julien. « Ou les deux. »« Non, dit Mathieu, c'est Isabeau. Carlier a plaidé coupable, il n'a plus rien à gagner à m'attaquer dans la presse. Isabeau a encore un procès à gérer et une réputation à reconstruire. La meilleure façon de reconstruire une réputation quand on est inculpé, c'est de faire exister un autre récit en parallèle. Un récit où tu es aussi coupable qu'elle. Un récit où la victime n'est pas si propre. » Mathieu posa son téléphone. Il s'habilla. Il prit son manteau. Il descendit dans la rue et marcha pendant 40 minutes, sans destination précise, dans les rues du 16e arrondissement, encore humides de la nuit. Il avait besoin de penser sans l'interférence des écrans et des appels. Il y avait 2 façons de répondre à un article comme celui-là. La première était de ne rien faire et de laisser la procédure judiciaire établir les faits. C'était la réponse prudente. La réponse de ses avocats qui l'appelleraient dans la prochaine heure. Laisser les institutions faire leur travail. Ne pas alimenter le débat public. Attendre. La deuxième était de parler. De sortir de la posture du dirigeant discret et de dire la vérité publiquement avant que le récit alternatif ne s'installe. C'était risqué. C'était exposant. C'était la réponse que personne dans son entourage ne lui recommanderait. Mathieu marcha encore 10 minutes.
Puis il prit son téléphone et appela le directeur de la communication du groupe. « Je veux une conférence de presse, dit-il. Aujourd'hui, 14 heures. Monsieur Arnaud, nos avocats déconseillent fortement toute prise de parole publique pendant 14 heures, répéta Mathieu. Prévenez les journalistes accrédités. À 13h45, la salle de conférence du siège du groupe Arnaud était pleine d'une façon que Mathieu n'avait pas vue depuis l'annonce de la fusion avec le groupe Nordique 3 ans plus tôt. Des journalistes économiques, des correspondants de presse généralistes, 2 caméras de chaîne d'information en continu. L'article du matin avait fait son effet. Tout le monde voulait savoir ce que Mathieu Arnaud allait dire. Ce que personne ne savait encore, c'est que Mathieu Arnaud allait dire la vérité. Pas la version filtrée par les avocats, pas la version calibrée par la communication. La vérité. Au 4e étage, dans son bureau vitré, Clara regardait l'écran de son ordinateur. Elle avait lu l'article le matin à 7 heures en arrivant au bureau. Elle avait passé la matinée à vérifier que chaque élément du dossier était correctement archivé, que chaque pièce était dans le bon classeur, que rien ne manquait dans la procédure. C'était sa façon de gérer ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. S'assurer que ce qui dépendait d'elle était irréprochable. À 14 heures, son téléphone afficha une notification. La chaîne d'information économique diffusait en direct la conférence de presse d'Arnaud Group. Clara ouvrit la fenêtre sur son écran. Mathieu entra dans la salle de conférence à 14 heures pile. Il ne portait pas le costume impeccable habituel des dirigeants qui font face à la presse. Il portait un costume sombre, sobre, sans cravate. Son visage montrait les traces de 3 semaines d'instruction et les cernes d'une nuit sans sommeil. Il n'avait pas demandé à son équipe de communication de le préparer. Il n'avait pas répété ses formulations avec ses avocats. Il avait marché 40 minutes dans les rues du 16e et il était là. Il s'approcha du micro. Le silence se fit avec cette rapidité particulière des salles qui attendaient quelque chose et ne savaient pas encore quoi. « Ce matin, commença Mathieu, un article a été publié qui présente l'instruction judiciaire en cours comme une enquête sur la gestion de ce groupe et de sa fondation. » Sa voix remplissait la salle sans effort, sans amplification forcée. « Je veux que toutes les personnes présentes dans cette salle enregistrent ce que je vais dire maintenant. » Les stylos se levèrent, les caméras zoomèrent. La fondation de formation professionnelle du groupe Arnaud a été la cible d'un dispositif de détournement organisé par 2 personnes extérieures au groupe. Il fit une pause d'1 seconde. Ces 2 personnes sont en cours de jugement. L'une d'elles a déjà plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'accusation. L'autre sera jugée dans les semaines qui viennent. Un murmure parcourut la salle. Mathieu leva la main légèrement et le murmure s'arrêta. « Ce que je veux dire d'autre, continua-t-il, c'est quelque chose que mes avocats m'ont demandé de ne pas dire aujourd'hui. Et je vais le dire quand même. » Dans son bureau vitré au 4e étage, Clara se pencha vers son écran. « Ce dispositif a été découvert, dit Mathieu, non pas par nos systèmes de contrôle interne, non pas par nos commissaires aux comptes, non pas par la direction financière du groupe. » Il regarda les caméras en face. « Il a été découvert par une seule personne. Une juriste du département juridique interne qui a travaillé seule, sur son propre temps, pendant 7 mois, à construire un dossier de 48 pages parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que des gens dont les noms figuraient dans les dossiers de la fondation soient trahis. » Le silence dans la salle était absolu. « Cette personne n'avait aucune obligation de faire ce qu'elle a fait, dit Mathieu. Elle n'avait aucun avantage personnel à en tirer. Elle a fait quelque chose de difficile et de solitaire parce que c'était juste. Et je veux que ça soit dit publiquement parce que les gens qui font des choses justes dans le silence méritent que ce silence soit rompu par quelqu'un d'autre qu'eux. » Dans son bureau vitré, Clara posa sa main sur sa bouche. Elle regardait l'écran. Elle entendait sa voix à lui dire des mots qu'elle n'avait pas prévus. Des mots qui ne servaient pas sa stratégie juridique. Des mots qui ne servaient pas sa réputation de dirigeant. Des mots qui ne servaient qu'une seule chose, la vérité. « La fondation est intacte, continua Mathieu. Les formations continuent. Les hommes et les femmes dont les noms sont dans nos dossiers ont leur programme, leur formateur, leur salle de cours. C'est la seule chose qui importe dans cette histoire. » Il fit une pause. Il regarda la salle. « Quant à l'article de ce matin, dit-il, je n'ai rien à ajouter à ce que les faits établissent eux-mêmes. Je laisse les faits parler. C'est leur travail. » Il recula du micro. Un journaliste leva la main immédiatement. « Monsieur Arnaud, pouvez-vous nous donner le nom de cette juriste ?»« Non, dit Mathieu. Elle a choisi de travailler dans le silence.
Ce choix lui appartient. Ce que j'ai dit lui appartient. Le reste lui appartient également. La conférence de presse dura 22 minutes. Mathieu répondit à 14 questions. Sur la solidité du dossier judiciaire, sur les mécanismes de contrôle interne qui allaient être renforcés, sur l'avenir de la fondation, sur les relations commerciales du groupe avec les partenaires nordiques qui avaient exprimé des inquiétudes suite à l'article du matin. Il ne répondit pas aux questions sur Isabeau. Il dit simplement que la procédure judiciaire était en cours et que les faits seraient établis par les institutions compétentes. Quand la dernière question fut posée et la dernière réponse donnée, Mathieu remercia les journalistes et quitta la salle sans se retourner. Dans le couloir, derrière la salle de conférence, son directeur de communication l'attendait avec l'expression d'un homme qui vient d'assister à quelque chose qu'il n'aurait pas recommandé et qui ne sait pas encore si c'était brillant ou catastrophique. « Les réseaux sociaux », dit-il en tendant son téléphone à Mathieu. Mathieu regarda l'écran. Les premières réactions à la conférence de presse remontaient déjà. Les journaux économiques tweetaient des extraits de sa déclaration sur la juriste. Les commentaires se divisaient en deux camps clairs et nets. Ceux qui saluaient la transparence, ceux qui y voyaient une manœuvre de communication. Mathieu rendit le téléphone à son directeur. « On verra demain ce que ça donne, dit-il. »« Et si ça donne quelque chose de difficile ?»« On gère quelque chose de difficile, dit Mathieu. C'est notre travail. » Il prit l'ascenseur. Il monta au 4e étage. Le couloir du département juridique était silencieux. La plupart des équipes avaient suivi la conférence de presse sur leur téléphone ou leurs ordinateurs et n'avaient pas encore repris le travail normalement. On entendait des chuchotements dans les bureaux ouverts. Mathieu marcha jusqu'au bureau vitré au fond du couloir. Clara était là. Elle n'avait pas repris son travail. Elle était assise face à son écran éteint, ses lunettes dans une main, ses 2 coudes sur le bureau. Elle regarda Mathieu entrer sans dire un mot. Il s'assit en face d'elle. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Pas un silence gênant. Un silence de 2 personnes qui viennent de partager quelque chose de lourd sans être dans la même pièce. « Vous avez regardé ?» dit Mathieu. « Oui. Vous auriez préféré que je ne dise rien ?» Clara réfléchit. Une vraie réflexion, pas une politesse. « Non, dit-elle finalement. Mais je ne savais pas que vous alliez le faire. Moi non plus jusqu'à ce matin. Qu'est-ce qui vous a décidé ?» Mathieu regarda la surface du bureau entre eux. L'article de ce matin essayait de construire un récit où les gens de la Fondation seraient les victimes d'une mauvaise gestion plutôt que d'un dispositif criminel, dit-il. Je ne pouvais pas laisser ce récit s'installer. Ces gens méritaient la vérité publiquement. « Et moi ?» dit Clara doucement. « Pourquoi vous avez parlé de moi ?»« Parce que vous méritez que ce que vous avez fait existe quelque part, en dehors de votre bureau et de mon bureau, dit Mathieu. Parce que les gens qui font des choses justes dans le silence ne devraient pas rester entièrement dans le silence. » Clara posa ses lunettes sur le bureau. Elle regarda ses mains. « Vous savez que tous mes collègues vont comprendre que c'est moi, dit-elle. « Je sais. Vous savez que ça va changer quelque chose dans ma façon de travailler ici. Je sais. Vous auriez pu me demander avant. J'aurais dû vous demander avant, dit Mathieu. C'est vrai. Et je vous demande pardon de ne pas l'avoir fait. Clara le regarda. Dans ses yeux noisettes, Mathieu vit quelque chose qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus complexe. La surprise de quelqu'un qui n'est pas habitué à ce qu'on lui demande pardon pour quelque chose d'aussi petit que de l'avoir rendu visible. « Ce n'est pas grave, dit-elle finalement. « Si, dit Mathieu. C'était votre choix à faire, pas le mien. » Nouveau silence. « Est-ce que vous avez vu les réactions ?» dit Clara. « Mon directeur de communication m'a montré les premières. »« Il y a un commentaire, dit Clara en faisant pivoter son écran vers lui. Quelqu'un a écrit « On aimerait tous travailler pour quelqu'un qui dit ça de ses collaborateurs en public. » Mathieu lut le commentaire. Il leva les yeux vers Clara. « Ce quelqu'un a raison, dit-il. On aimerait tous travailler avec quelqu'un qui fait ce que vous avez fait. » « Ce n'est pas la même chose. »« Non, dit Mathieu. Ce n'est pas la même chose. Et les deux sont vrais en même temps. » La semaine qui suivit la conférence de presse fut une semaine d'étrange équilibre. Les réactions dans la presse économique furent globalement positives pour le groupe. La transparence de Mathieu sur l'origine de la découverte du dispositif avait eu l'effet inverse de ce que l'article du matin avait voulu créer.
Plusieurs analyses soulignaient que la solidité d'un groupe de management se mesure aussi à sa capacité à reconnaître publiquement ce qu'il lui doit. Les partenaires nordiques confirmèrent leur engagement dans les jours suivants. L'article du matin fut rapidement recouvert par d'autres actualités, comme tous les articles qui s'appuient sur des sources anonymes et des suggestions sans preuve. Et dans le département juridique du 4e étage, quelque chose avait changé subtilement. Les collègues de Clara ne lui posèrent pas de questions directes. Ils changèrent légèrement d'attitude. Pas de façon spectaculaire, de façon réelle. La façon dont une personne change d'attitude quand elle réalise qu'elle a peut-être mal estimé quelqu'un depuis longtemps. Clara travailla normalement. Elle répondit aux mails, elle traita les dossiers, elle assista aux réunions. Elle continua de prendre exactement l'espace qui lui revenait, ni plus ni moins. Sauf que maintenant, Mathieu savait ce que ça voulait dire. Ce n'était pas de la discrétion, c'était de la dignité. Et les deux ne se ressemblent pas du tout. Ce fut un vendredi soir, 10 jours après la conférence de presse, que Mathieu frappa à la porte du bureau vitré de Clara à 19h30. Elle était encore là, bien sûr. « Vous avez faim ?» dit-il. Clara leva les yeux de son écran. « Pardon ?»« Faim, dit Mathieu. Vous avez faim. Il est presque 20h, vous êtes au bureau depuis 9h ce matin et je parie que vous n'avez pas déjeuné correctement. » Clara le regarda avec l'expression d'une personne qui cherche le protocole applicable à une situation imprévue. « Je n'ai pas de protocole pour ça, dit-elle. »« Moi non plus, dit Mathieu. C'est pour ça que j'ai juste demandé si vous aviez faim. » Un silence. « Il y a une boulangerie ouverte en bas qui fait des sandwichs corrects jusqu'à 20h, dit Clara. »« Je connais, dit Mathieu. J'y vais parfois le soir quand je travaille tard. »« Je sais, dit Clara. Vous commandez toujours jambon beurre sans cornichon. » Mathieu la regarda. « Vous avez remarqué ça ?»« Je remarque beaucoup de choses, dit Clara. C'est mon travail. »« Non, dit Mathieu. Votre travail, c'est le droit des contrats. Remarquer ce que je commande dans une boulangerie, c'est autre chose. » Clara prit ses lunettes, les remit, éteignit son écran. « Je vais chercher mon manteau, dit-elle. » Ils marchèrent jusqu'à la boulangerie sans se parler pendant 2 minutes. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui n'ont pas encore décidé par quel bout commencer une conversation qui mérite d'être commencée correctement. La boulangerie était presque vide. Une vieille dame avec un chien, un étudiant avec des écouteurs. La femme derrière le comptoir reconnut Mathieu et prépara son sandwich avant qu'il commande. « Jambon beurre sans cornichon, dit-elle. Et pour mademoiselle ?» Clara commanda un sandwich aux chèvres et aux noix que Mathieu n'aurait pas su deviner. Ils s'assirent à la seule petite table en bois dans le fond de la boulangerie. La femme derrière le comptoir leur apporta 2 cafés sans qu'ils en aient demandé. « Elle fait ça pour tout le monde ?» dit Clara en regardant le café. « Non, dit Mathieu. Elle fait ça pour les gens qui ont l'air d'en avoir besoin. » Clara regarda son café. « J'ai l'air d'en avoir besoin. » Nous avons tous les 2 l'air d'en avoir besoin. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Un silence différent des autres silences de cette histoire. Pas chargé, pas calculé. Juste 2 personnes dans une boulangerie à 20h un vendredi soir qui mangent des sandwichs parce qu'elles ont faim. « Je veux vous poser une question, dit Mathieu. »« Allez-y. » Le soir où vous m'avez envoyé le message sur les anomalies, il y a 2 semaines avant que je vous rappelle. Qu'est-ce que vous pensiez de moi pendant ces 2 semaines ? Clara réfléchit honnêtement. « Je pensais que vous étiez probablement trop occupé, dit-elle, et que vous rappelleriez quand vous auriez le temps. Pas de colère ? Non, pas de... Non, dit Clara. Je n'attendais rien de particulier. J'avais fait ce que je pensais devoir faire. La suite ne dépendait pas de moi. Mathieu posa son sandwich. « Comment vous faites ça ?» dit-il. « Faire quoi ? Ne rien attendre en retour de ce que vous faites ?» Clara le regarda. Elle prit son café, le tourna entre ses mains sans le boire. « Je n'ai pas commencé à travailler sur ce dossier pour avoir quelque chose en retour, dit-elle. J'ai commencé parce que c'était juste. Quand on fait quelque chose parce que c'est juste, on n'attend pas de retour. Le retour n'est pas le sujet. Et si le retour arrivait quand même ? » Clara posa son café. Elle le regarda. « Ça dépend de ce que c'est, dit-elle. Et si c'était quelqu'un qui mange un jambon beurre sans cornichon en face de vous un vendredi soir ?» Clara ne sourit pas, mais ses yeux noisettes changèrent d'1 millimètre dans la bonne direction pour la 2e fois. « C'est un début acceptable, dit-elle. »
Ils restèrent dans la boulangerie jusqu'à ce que la femme derrière le comptoir commence à éteindre les lumières du fond. Ils parlèrent. Pas de dossier, pas du groupe, pas de l'instruction. Ils parlèrent de choses que Mathieu n'avait pas eu de vraies conversations sûres depuis longtemps. Clara lui parla de sa famille, de son père menuisier dans le Morvan, qui avait la même approche de son travail qu'elle avait du sien. Faire les choses correctement, parce que les choses incorrectes finissent toujours par se voir. De sa mère institutrice, qui lui avait dit un jour que la justice n'est pas une valeur abstraite, c'est une façon d'être dans le monde, quotidiennement. Mathieu lui parla du premier entrepôt à Nanterre, de l'odeur du béton et de diesel le matin. De la façon dont il avait appris à lire un bilan en regardant les gens qui travaillaient derrière les chiffres plutôt qu'en regardant les chiffres eux-mêmes. De sa mère qui lui avait dit la même chose que la mère de Clara, avec des mots différents. « Vos mères se seraient bien entendues, dit Clara. « La mienne est encore là, dit Mathieu. On pourrait vérifier. » Clara le regarda. Elle ne dit rien pendant 2 secondes. « C'est une proposition sérieuse ?»« Je ne fais pas de propositions qui ne sont pas sérieuses, dit Mathieu. C'est mon influence sur moi-même depuis quelques semaines. » Ils sortirent de la boulangerie à 22 heures passées. La rue était fraîche et calme. Les réverbères faisaient des cercles de lumière jaune sur le trottoir mouillé de novembre. Ils marchèrent dans la même direction pendant 3 pâtés de maison sans décider de le faire. C'est que leurs directions coïncidaient, ou peut-être pas, mais aucun des deux ne proposa de vérifier. « Clara ?» dit Mathieu. « Oui. » « La lettre de démission. »« Oui. » « Elle est toujours sur mon bureau dans une chemise cartonnée. Je sais. Je voudrais ne pas avoir à continuer à la garder dans une chemise cartonnée. » Clara marcha encore quelques pas. « Ce que vous voulez dire, dit-elle, c'est que vous voudrez que je la retire ? » « Ce que je veux dire, dit Mathieu, c'est que je voudrais que vous n'ayez plus jamais de raison de l'écrire. » Clara s'arrêta. Mathieu s'arrêta à côté d'elle. Ils étaient sous un réverbère. La lumière jaune faisait des ombres douces sur les façades. « C'est une différence importante, dit Clara. »« Oui, dit Mathieu. »« L'une est administrative, dit Clara. L'autre est autre chose. »« Oui. »« Je vais y réfléchir, dit Clara. »« Je sais, dit Mathieu. Prenez le temps qu'il faut. »« Je ne prends jamais plus de temps qu'il n'en faut, dit Clara. C'est une perte de ressources. » Mathieu la regarda. C'était la première fois depuis tout ce qu'ils avaient traversé qu'il entendait quelque chose qui ressemblait à de l'humour dans sa voix. Pas de l'ironie, de l'humour vrai. Le genre qui existe seulement chez les gens qui se sentent suffisamment en sécurité pour le laisser sortir. « Bonne nuit, Clara, dit-il. »« Bonne nuit, dit-elle. » Elle repartit dans sa direction. Mathieu resta sous le réverbère 1 seconde à la regarder partir. C'était la 4e fois qu'il la regardait partir. Et pour la première fois des 4, il n'avait pas envie de la rappeler, parce qu'il savait qu'elle reviendrait. Le lundi qui suivit ce vendredi soir dans la boulangerie, Clara arriva au bureau à 8h50, 10 minutes plus tôt que d'habitude. Elle ne sut pas pourquoi avant de se retrouver dans l'ascenseur et de réaliser qu'elle avait marché plus vite que normal depuis le métro. Elle s'assit à son bureau. Elle alluma son écran. Elle ouvrit ses mails. Elle travailla normalement pendant 2 heures, en essayant de ne pas penser au fait qu'elle travaillait normalement, en essayant de ne pas penser. À 11 heures, son téléphone interne sonna. « Clara Tessier ?» ?»« C'est Mathieu. » Sa voix avait la même tonalité qu'au téléphone, à 22h30 un soir de semaine. Direct. Pas de mise en scène. « Vous avez quelques minutes ?»« Oui, je monte. » Il arriva 3 minutes plus tard. Il portait sa veste de travail. Il avait l'air d'un homme qui avait dormi. Pas beaucoup, mais dormi. Clara remarqua ça, avant de décider qu'elle n'allait pas continuer à remarquer ce genre de détails. Il s'assit en face d'elle. Il posa sur le bureau une enveloppe Kraft fermée. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Clara. « Ouvrez-la. » Clara prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec le soin méthodique qu'elle mettait à ouvrir tout ce qui méritait d'être ouvert correctement. À l'intérieur, il y avait un document de 4 pages. En haut de la première page, le logo du groupe Arnaud et en dessous, le titre du document. Charte de contrôle interne de la Fondation Arnaud. Révision complète. Version 4.0. Clara le parcourut rapidement. Les yeux qui lisent un contrat ne lisent pas comme les yeux qui lisent d'un roman.
Il cherche les structures, les responsabilités, les mécanismes. Elle vit en 30 secondes ce que le document contenait. Un conseil d'administration indépendant de 7 membres, un comité d'audit externe trimestriel, un système de signalement anonyme pour les employés du groupe, un fonds de réserve abondé automatiquement, et en dernière page, une clause sur la désignation d'un responsable juridique interne dédié à la fondation avec une indépendance hiérarchique garantie par les statuts. Ce poste, dit Clara en posant le document sur le bureau, c'est un nouveau poste ? Oui. Créé spécifiquement ? Oui. Pour quelqu'un qui connaît déjà les dossiers de la fondation de l'intérieur ? Pour quelqu'un qui a passé 7 mois à les étudier seul le soir et qui a prouvé qu'elle était capable de faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait, dit Mathieu. Clara regarda le document. Elle regarda Mathieu. C'est une proposition professionnelle, dit-elle. Oui. Séparée de tout le reste. Entièrement séparée, dit Mathieu. Vous pouvez accepter l'une et refuser l'autre. Vous pouvez refuser les deux. Vous pouvez accepter les deux. Ce sont 2 questions différentes et chacune mérite sa propre réponse. Clara reprit le document. Elle le relut entièrement cette fois, pas en 30 secondes, vraiment. Chaque clause, chaque responsabilité, chaque mécanisme. Mathieu ne dit rien pendant qu'elle lisait. Il attendit. Il avait appris à attendre depuis quelques semaines, pas par patience naturelle, par compréhension que certaines choses ne se forcent pas et que les forcer les casse. L'indépendance hiérarchique garantie par les statuts, dit Clara sans lever les yeux du document. Ça veut dire que je ne dépends pas de vous directement ? Ça veut dire que vous dépendez du conseil d'administration de la fondation, dit Mathieu. Pas de moi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui fait ce que vous faites ne devrait pas dépendre de l'humeur ou des décisions d'une seule personne, dit Mathieu. Même si cette personne essaie d'être meilleure qu'avant. Clara leva les yeux. Elle le regarda une longue seconde. « Vous avez réfléchi à ça sérieusement ?» dit-elle. « J'ai réfléchi à ça depuis vendredi soir, » dit Mathieu, « pendant le week-end entier. » « Et la boulangerie ?» dit Clara. « C'était avant ou après avoir décidé de créer ce poste ?»« La boulangerie était la boulangerie, » dit Mathieu. « Le poste était le poste. Ils ne se conditionnent pas mutuellement. » Clara regarda le document encore une seconde. Puis elle le posa soigneusement à sa gauche sur le bureau, parallèle au bord, exactement comme elle posait tous les documents importants qui méritaient de rester à portée de main. « Je vais réfléchir, » dit-elle. « Je sais, » dit Mathieu. « Mais je pense que oui. » « Pour laquelle des 2 questions ?» Clara le regarda. « Pour celle qui est professionnelle d'abord, » dit-elle. « Et pour l'autre, j'ai encore besoin de temps. » « Combien de temps ? » ?»« Pas plus qu'il n'en faut, » dit Clara. « C'est une perte de ressources. » C'était la 2e fois qu'elle disait ça. Mathieu remarqua que ça ressemblait à une façon de dire « Je suis en train de décider » sans dire « Je suis en train de décider ». C'était sa façon à elle, précise, économe, réelle. « D'accord, » dit-il en se levant. Il sortit du bureau. Clara reprit le document de 4 pages. Elle le relut une 3e fois. Pas pour trouver quelque chose qu'elle aurait raté, pour être certaine que ce qu'elle avait vu était vraiment là. C'était vraiment là. La semaine suivante, le procès d'Isabeau Mercier s'ouvrit un mardi matin au tribunal correctionnel de Paris. Mathieu n'y assista pas. Maître Vidal l'avait prévenu qu'il n'avait pas à être présent. Son témoignage avait été recueilli pendant l'instruction. Sa présence dans la salle n'apporterait rien à la procédure et coûterait quelque chose à son équilibre. Il travailla normalement ce mardi-là. Il eut 3 réunions. Il lut 2 rapports. Il appela Michel Barbier à Nanterre pour savoir comment s'était passé son dernier module de formation. « Bien, » dit Michel Barbier. « Le formateur est exigeant, mais c'est bien. On apprend mieux quand c'est exigeant. »« Vous avez votre examen de certification dans 3 semaines, » dit Mathieu. « Je sais, » dit Michel Barbier. Un silence. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes vraiment dans ce groupe, mais je voulais vous dire merci. De vous être déplacé à Nanterre, de vous être assis et d'avoir parlé normalement. Ça compte plus qu'on ne croit. » Mathieu raccrocha. Il resta immobile 1 minute dans son bureau. Il pensa à ce que Clara avait dit dans la boulangerie. Quand on fait quelque chose parce que c'est juste, on n'attend pas de retour. Le retour n'est pas le sujet.
Elle avait raison. Mais le retour arrivait quand même, parfois, sous la forme d'un homme de 54 ans au téléphone qui dit « Merci de vous être assis et d'avoir parlé normalement ». Maître Vidal l'appela en fin d'après-midi. « Le verdict est tombé, dit-il. 18 mois avec sursis pour Madame Mercier. Remboursement intégral et interdiction d'exercer dans le secteur financier pendant 7 ans. La fondation ? Entièrement protégée. Le jugement reconnaît explicitement que les actifs de la fondation n'ont jamais appartenu au patrimoine commun et que l'article 19 du contrat de mariage non signé n'a aucune valeur juridique. » Merci, maître Vidal. C'est votre juriste qu'il faut remercier, dit Vidal. Son dossier était inattaquable. Mathieu raccrocha. Il ouvrit son tiroir. Il prit la chemise cartonnée. Il l'ouvrit. La lettre de démission de Clara était là, pliée en 2. Date effective dans 15 jours à partir d'une semaine plus tôt. Il prit la lettre. Il la déplia. Il la regarda une seconde. Puis il ouvrit le tiroir de droite et il la glissa tout au fond sous d'autres documents. Pas pour l'oublier, pour qu'elle soit là si Clara en avait encore besoin, et avec la certitude tranquille qu'elle n'en aurait plus besoin. Clara frappa à la porte de son bureau à 17h30. « Le verdict est tombé, dit-elle. »« Je sais, dit Mathieu. Maître Vidal m'a appelé. La fondation est intacte, entièrement. » Clara s'assit. Elle avait l'air d'une personne qui vient de finir quelque chose de long et de difficile et qui ne sait pas encore comment occuper l'espace que ça libère. « 7 mois, dit-elle. 7 mois, dit Mathieu. C'est fini. Cette partie est finie, dit Mathieu. D'autres parties commencent. Clara le regarda. « La proposition professionnelle, dit-elle. J'accepte. »« Je sais, dit Mathieu. »« Vous saviez ? » ?»« J'espérais, dit Mathieu. Ce n'est pas la même chose, mais c'est proche. » Clara posa ses mains sur ses genoux. Elle regarda le bureau entre eux. « Et l'autre question, dit-elle. Vous n'avez pas à répondre maintenant. »« Je sais que je n'ai pas à répondre maintenant, dit Clara. Mais je n'aime pas les dossiers ouverts inutilement. C'est une perte de ressources. » Mathieu la regarda. « C'est la 3e fois que vous dites ça. »« Je sais, dit Clara. Chaque fois que je le dis, c'est parce que je suis sur le point de prendre une décision. » « Et là ? » ?»« Là, je suis sur le point de prendre une décision, » dit Clara. Le silence qui tomba dans le bureau à 17h30 ce mardi-là était différent de tous les autres silences de cette histoire. Il n'était pas glacé comme le silence du cabinet notarial. Il n'était pas dense comme le silence de la nuit où Mathieu avait lu le dossier de 48 pages. Il n'était pas chargé comme le silence des 7 mois où Clara avait travaillé seule sur des tableaux de données. Il était ouvert, comme un contrat dont on a enfin compris toutes les clauses et qu'on est prêt à signer, parce qu'on l'a relu assez de fois pour savoir ce qu'on signe vraiment. « J'ai peur que ce soit trop tôt, » dit Clara. « Que vous cherchiez quelque chose de solide après quelque chose qui s'est effondré et que je sois simplement la chose solide la plus proche. C'est une peur légitime, » dit Mathieu. « Je sais que c'est une peur légitime. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez de cette peur. »« Je pense, » dit Mathieu, que si vous étiez simplement la chose solide la plus proche, je n'aurais pas passé un week-end entier à créer une structure juridique indépendante pour garantir que vous ne dépendiez pas de moi. Je n'aurais pas marché 40 minutes dans les rues du 16e avant une conférence de presse en pensant à vous. Et je ne serais pas en train d'avoir cette conversation avec quelqu'un que j'ai mis 2 ans à vraiment regarder. Clara ne dit rien pendant 8 secondes. « 2 ans, dit-elle. 2 ans que vous travaillez ici. »« Je sais combien de temps ça fait, dit Clara. Je voulais juste entendre que vous l'aviez compté. »« Je l'ai compté, dit Mathieu. 7 semaines, en réalisant que vous étiez là depuis 2 ans et que je ne vous avais pas vraiment regardé avant de vous trouver seul le soir avec des tableaux de données. » Clara regarda ses mains sur ses genoux. « Je n'ai jamais cherché à être regardée, dit-elle. »« Je sais, dit Mathieu. C'est pour ça que c'était ma faute, et pas la vôtre. » Clara leva les yeux. Elle le regarda avec ses yeux noisettes qui avaient regardé 7 mois de données seuls dans ce bureau et qui regardaient maintenant Mathieu avec la même attention précise qu'elle mettait à tout ce qui méritait d'être regardé correctement. « D'accord, dit-elle. »« D'accord pourquoi ? »« D'accord pour que cette conversation existe, dit Clara. »«
D'accord pour que ce que vous venez de dire soit réel. D'accord pour voir ce que ça donne, lentement et honnêtement. Lentement et honnêtement, dit Mathieu. C'est les 2 mots que j'aurais choisis aussi. Et si ça ne fonctionne pas? Alors ça ne fonctionne pas, dit Mathieu. Mais on n'aura pas fait semblant que ça fonctionnait. On n'aura pas construit une mise en scène à la place d'une réalité. Clara hocha la tête lentement. La boulangerie du vendredi soir, dit-elle. C'était le début. C'était déjà le milieu, dit Mathieu. Le début, c'était le soir où vous m'avez dit que vous espériez vous tromper pour me laisser être heureux. Clara baissa les yeux une seconde, puis les releva. Je ne vous ai pas dit ça pour que vous le reteniez. Je sais, dit Mathieu. C'est pour ça que je l'ai retenu. Les semaines qui suivirent furent une construction, pas une déclaration, pas un dîner romantique avec des bougies et de la mise en scène, une construction, méthodique, honnête, avec les matériaux réels de 2 personnes réelles. Ils continuèrent à travailler. Clara prit en charge officiellement le poste de responsable juridique de la Fondation au 1er janvier. Elle réorganisa les mécanismes de contrôle avec la même précision qu'elle avait mise à construire le dossier de 48 pages. Elle créa le système de signalement anonyme. Elle rédigea la charte du comité d'audit. Elle forma les membres du nouveau conseil d'administration indépendant sur leurs responsabilités. Mathieu la laissa travailler. Pas parce qu'il ne s'y intéressait pas, parce qu'il avait compris que certaines choses fonctionnent mieux quand on leur fait confiance, plutôt que quand on les supervise. Ils déjeunèrent ensemble 2 fois la première semaine. Pas dans les restaurants de la place de la Madeleine où Mathieu emmenait ses associés, dans la boulangerie du bas de l'immeuble. Parce que c'était là qu'ils avaient commencé à se parler vraiment, et que certains endroits méritent d'être gardés. La mère de Mathieu les rencontra un samedi de décembre. Ce ne fut pas un déjeuner officiel organisé avec les codes des présentations familiales formelles. Ce fut un samedi matin où Mathieu emmena Clara à la maison de sa mère à Vincennes, parce que sa mère voulait son avis sur un contrat de bail que son propriétaire lui avait envoyé. « Je pourrais le regarder moi-même, dit Mathieu sur le chemin. « Vous n'êtes pas juriste en droit immobilier, dit Clara. « Je connais les bases. »« Les bases ne suffisent pas pour un bail commercial, dit Clara. « Votre mère a besoin de quelqu'un qui connaît vraiment. C'est pour ça que je vous emmène. »« Je sais pourquoi vous m'emmenez, dit Clara. Je voulais juste préciser que c'est aussi professionnellement justifié. » Mathieu la regarda de côté. « Vous avez besoin que ce soit professionnellement justifié ?»« Non, dit Clara, mais c'est plus simple de commencer par là. » La mère de Mathieu s'appelait Geneviève, 68 ans, les mêmes yeux que son fils, en plus doux. Elle ouvrit la porte et regarda Clara une seconde avec l'attention tranquille des femmes qui ont appris à lire les gens rapidement et avec précision. « Entrez, dit-elle. J'ai fait du café. » Ils s'assirent dans la cuisine. Clara demanda le bail. Elle le lut entièrement pendant que Geneviève et Mathieu parlaient. Elle posa 3 questions précises. Elle expliqua 2 clauses problématiques en termes simples. Elle proposa une formulation alternative pour la clause d'indexation. « Vous êtes très claire, dit Geneviève quand Clara eut fini. « Merci, dit Clara. « La plupart des gens qui connaissent les choses compliquées ne savent pas les expliquer simplement, dit Geneviève. Vous, si. Mon père est menuisier, dit Clara. Il m'a appris que si tu ne peux pas expliquer comment tu fais quelque chose à quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est que tu ne le comprends pas vraiment toi-même. » Geneviève regarda Clara, puis elle regarda son fils. Puis elle se leva pour chercher les tasses. « Il vous ressemble, dit-elle à voix basse en passant derrière Mathieu. Assez bas pour que Clara n'entende pas. Assez clairement pour que Mathieu entende. Mathieu but son café sans répondre. Mais sa mère vit ce qui se passa sur son visage et elle n'eut pas besoin de réponse. Le vendredi avant Noël, Mathieu reçut un mail de Michel Barbier. « Monsieur, je voulais vous prévenir. J'ai eu mon examen de certification en gestion logistique niveau 3 hier. Mention bien. J'ai un entretien d'embauche le 7 janvier dans une PME de distribution à Courbevoie. Je ne sais pas si ça marchera. Mais je voulais vous dire que j'aurais pas fait cet examen sans la Fondation. Et j'aurais pas fait cet examen sans les gens qui ont fait en sorte que la Fondation continue. Merci. Michel Barbier. » Mathieu lut le mail 2 fois. Il fit suivre à Clara avec un seul mot. « Regardez. » Clara répondit 3 minutes plus tard. « Je regarde. » C'est bien. 2 mots. Clara n'utilisait pas plus de mots qu'il n'en fallait.
Mathieu avait appris à lire ce que ces mots courts contenaient. Ces biens dans la bouche de Clara voulaient dire quelque chose qu'une autre personne aurait dit en 10 phrases. Il écrivit à Michel Barbier. « Bonne chance pour le 7 janvier. Vous le méritez. » La veille de Noël, Mathieu et Clara marchèrent dans Paris. Pas un plan préétabli. Il avait appelé en fin d'après-midi pour dire qu'il n'avait pas envie de rentrer directement chez lui. Elle avait dit qu'elle non plus. Ils s'étaient retrouvés devant l'immeuble du groupe à 19h. Paris, à la veille de Noël, avait cette lumière particulière qui transforme les rues ordinaires en quelque chose que même les gens qui ont grandi là ne regardent plus ordinairement. Les lumières sur les boulevards, les vitrines, l'odeur des marrons chauds depuis les stands. Ils marchèrent pendant 2 heures. Ils s'arrêtèrent devant les vitrines des grands magasins. Clara lui expliqua comment fonctionnait le mécanisme d'une vitrine animée, avec la même précision analytique qu'elle expliquait un contrat, ce qui fit rire Mathieu. Un vrai rire, pas poli. « Vous riez de comment j'explique les choses ?» dit Clara. « Je ris parce que vous expliquez les choses comme vous lisez les contrats, et que c'est exactement ce qui rend les choses intéressantes, » dit Mathieu. « La plupart des gens trouvent ça ennuyeux. »« La plupart des gens se trompent sur beaucoup de choses, » dit Mathieu. Clara le regarda de côté. Ils marchèrent encore. « Mathieu, dit-elle, c'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans qu'il y ait un contexte précis qui le nécessite. Sans lui répondre directement. Juste son prénom dans une phrase qui commençait par son prénom. « Oui, dit-il. Je suis contente que vous soyez venu frapper à ma porte ce soir-là avec le dossier sur les anomalies. C'était vous qui m'aviez envoyé le message. »« Je sais, dit Clara. Mais vous êtes venu. Vous auriez pu envoyer un mail de réponse. Vous auriez pu déléguer. Vous êtes venu. »« Ce n'est pas grand-chose, dit Mathieu. »« Si, dit Clara. C'est exactement la bonne taille de chose. » Ils s'arrêtèrent devant la Seine vers 22h, le pont des Arts. Les lumières se reflétaient dans l'eau noire du fleuve avec cette façon qu'a Paris de se montrer sous son meilleur angle quand personne ne lui demande. « Je veux vous dire quelque chose, dit Mathieu. »« Allez-y. »« Je n'ai pas été un homme qui regardait correctement ce qui l'entourait, dit-il. Pendant longtemps, j'ai regardé ce qui brillait, et j'ai appelé ça de la lucidité. Mais la lucidité, c'est autre chose. La lucidité, c'est voir les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'elles se présentent. » Clara l'écoutait sans l'interrompre. « Vous êtes la première personne depuis longtemps qui m'a montré ce que ça veut dire, dit Mathieu. Pas en me l'expliquant, en le faisant simplement sous mes yeux pendant 7 mois, jusqu'à ce que je comprenne. » Clara regarda le fleuve. « Je ne vous ai rien montré, dit-elle. J'ai juste fait ce que je pensais devoir faire. »« Je sais, dit Mathieu. C'est exactement ça qui m'a montré quelque chose. » Un long silence. L'eau du fleuve. Les lumières. Paris qui continuait d'exister autour d'eux avec son indifférence élégante aux histoires individuelles. « Mathieu, dit Clara. »« Oui. » Elle se tourna vers lui, ses yeux noisettes dans la lumière du pont. « Je n'ai pas besoin que vous me disiez des choses importantes au bord de la Seine la veille de Noël pour que ça soit réel, dit-elle. Ce qui est réel partout, dans une boulangerie, dans un bureau vitré au 4e étage, dans une cuisine à Vincennes. »« Je sais, dit Mathieu. Alors ne cherchez pas à mettre du décor autour de quelque chose qui n'en a pas besoin. » Mathieu la regarda. « Ce que je suis en train de vous dire n'a pas besoin du fleuve et des lumières pour être vrai, dit-il. »« Non, dit Clara, mais le fleuve et les lumières sont quand même agréables. »« Oui, dit Clara, ils sont quand même agréables. » Elle ne sourit pas avec la bouche, elle sourit avec les yeux. Mathieu apprit à lire ça ce soir-là sur le pont des Arts, et il n'oublia pas. Le 7 janvier, Michel Barbier envoya un mail à 6h du soir. « J'ai eu le poste. » Mathieu fit suivre à Clara immédiatement. Elle répondit en 40 secondes. « Je regarde. »« Très bien. » 2 mots. Mais cette fois, Mathieu savait exactement ce que « très bien » contenait dans la bouche de Clara Tessier. Il contenait 7 mois de travail solitaire. Il contenait 48 pages de dossier. Il contenait la décision de parler quand il aurait été tellement plus simple de se taire. Il contenait tout ce qu'une personne réelle fait quand elle n'attend pas de retour, mais que le retour arrive quand même, sous la forme d'un homme de 54 ans qui envoie un mail à 6h du soir pour dire qu'il a eu le poste. Mathieu répondit à Michel Barbier.
Félicitations. La suite vous appartient. Puis il appela Clara. Vous êtes encore au bureau? Oui, je descends dans 10 minutes. On va fêter ça dans la boulangerie. Un silence. La boulangerie est fermée le soir en janvier, dit Clara. Je sais un endroit qui fait des sandwichs corrects jusqu'à 20h30. Jambon beurre sans cornichons? Et chèvre noix pour vous? Dit Mathieu. Un silence encore plus court. D'accord, dit Clara. 6 mois plus tard, la Fondation Arnault avait un nouveau rapport d'activité. Clara l'avait rédigé, 62 pages, chaque programme détaillé, chaque bénéficiaire anonymisé mais présent, chaque formateur évalué, chaque euro tracé avec une précision que le comité d'audit externe qualifia dans son rapport de « remarquable » sur 4 pages. Le conseil d'administration indépendant se réunit pour la première fois en mars. Clara présida la session sur les mécanismes de contrôle. Elle parla pendant 40 minutes. Elle répondit à 14 questions. Elle était précise, directe, dénuée de toute mise en scène. 3 membres du conseil lui demandèrent son curriculum vitae après la séance. Michel Barbier fut promu responsable d'équipe logistique en avril. Il envoya un mail à Mathieu. Mathieu le fit suivre à Clara. Clara répondit bien en un seul mot, et Mathieu sut que dans ce seul mot, il y avait tout ce qu'il fallait. Un soir de mai, Mathieu et Clara étaient dans son appartement du 16e. Pas pour la première fois. Ils avaient arrêté de compter les premières fois depuis un moment, parce que les compter donnaient à chacune une importance artificielle, alors que l'important était l'ensemble. L'ensemble qui se construisait depuis un vendredi soir dans une boulangerie, depuis un lundi matin avec un document de 4 pages, depuis un pont des Arts en décembre. Clara lisait sur le canapé. Pas un roman, un manuel de gouvernance des fondations à but non lucratif dont elle avait marqué les pages avec des post-it de couleurs différentes selon un code qu'elle seule comprenait. Mathieu travaillait à son bureau, pas à des chiffres, à une lettre destinée aux bénéficiaires de la fondation pour leur expliquer les nouveaux mécanismes de contrôle dans un langage qui ne soit pas du langage juridique. Il relut sa lettre. Il n'était pas satisfait du 2e paragraphe. « Clara » dit-il. « Oui » dit-elle sans lever les yeux de son manuel. « Le 2e paragraphe de cette lettre, il est trop formel. »« Lisez-le-moi. » Il lut. Elle écouta. Elle ne leva toujours pas les yeux. « Enlevez la 2e phrase, dit-elle, et mettez la 3e en premier. » Il fit les modifications, il relut. « C'est mieux, dit-il. »« Je sais, » dit Clara. Il la regarda. Elle lisait toujours son manuel. Un post-it jaune dans une main. Elle était pieds nus sur le canapé, les jambes repliées sous elle, ses lunettes sur le nez, ses cheveux légèrement défaits. Elle n'avait aucune conscience du fait qu'elle était parfaitement à sa place dans cet appartement qui avait été trop grand et trop silencieux pendant trop longtemps. Mathieu pensa à Isabeau. Pas avec douleur, avec la distance tranquille de quelqu'un qui regarde un endroit où il n'est plus. Isabeau avait été une mise en scène dans laquelle il avait choisi de croire, parce que la mise en scène était convaincante et qu'il ne regardait pas ce qui était derrière. Clara n'était pas une mise en scène. Clara était ce qui est derrière, la structure portante sous la façade, la clause qui tient quand toutes les autres tombent. « Clara, dit-il. « Tu m'as déjà appelé Clara ce soir, dit-elle sans lever les yeux. « Je sais. »« Je veux te dire quelque chose. » Elle leva les yeux. Elle le regarda par-dessus ses lunettes. « Tu peux le dire sans que je pose mon livre ?»« Oui. »« Alors dis-le. » Mathieu posa son stylo. Il se leva. Il traversa le salon. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. Elle le regardait avec cette attention précise qu'elle mettait à tout ce qui méritait d'être regardé correctement. « Je veux te dire, dit Mathieu, que depuis 7 mois, tout ce que j'ai fait de bien dans cette histoire, c'est t'avoir écouté, et que je compte continuer. » Clara posa son manuel. Elle enleva ses lunettes. Elle les posa sur la table basse. « C'est tout ?» dit-elle. « C'est tout. »« C'est suffisant, » dit Clara. Elle ne se lança pas dans ses bras. Elle ne prononça pas de grandes déclarations. Elle prit sa main, simplement, avec la même précision tranquille qu'elle mettait à poser un document parallèle au bord d'un bureau. Et ils restèrent là, dans le silence de mai, avec Paris qui brillait derrière les baies vitrées, des jambes de Clara repliées sous elle,
la main de Mathieu dans la sienne, et aucun des deux n'avait besoin d'ajouter quoi que ce soit à quelque chose qui était entier. Ce que les journaux économiques retenaient de cette histoire, c'était le scandale, le contrat repoussé, l'arrestation, les gros titres qui avaient duré 3 semaines et fait vendre des abonnements. Ce que personne ne retint jamais, c'était le reste. Une femme de 29 ans dans un bureau vitré au 4e étage qui avait regardé des chiffres pendant 7 mois sans rien dire, parce qu'elle espérait se tromper. Un homme qui avait appris à regarder dans la bonne direction trop tard, mais vraiment. Une fondation dont les programmes continuaient à financer des reconversions pour des gens dont les noms n'apparaîtraient jamais dans aucun magazine économique. Et dans un appartement du 16e arrondissement, un soir de mai, une main dans une autre main, et la certitude tranquille que certaines choses construites lentement et honnêtement ne s'effondrent pas en 2 mots au milieu d'une table en chêne. La vraie histoire n'avait pas commencé le jour où Isabeau avait poussé le contrat. La vraie histoire avait commencé le soir où une juriste aux yeux noisettes avait décidé qu'elle ne pouvait pas laisser faire quelque chose d'injuste, même si personne ne le saurait jamais. Et le reste, comme disent les gens qui comprennent comment les choses vraiment importantes se construisent, le reste avait suivi naturellement. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Pas par un coup de foudre, pas par une mise en scène, par quelqu'un qui fait quelque chose de juste, dans le silence, et par quelqu'un d'autre qui finit par le voir.